Première réunion de l'année 2024 du comité technique cadre de concertation État-secteur privé. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Les détails dans un instant. L'UEMOA est en fait 30 ans d'existence avec plus de 126 milliards de francs CFA investis dans 48 projets. Le contrôle financier, pourquoi est-il important de le faire? Vous suivrez les réponses dans ce journal. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce numéro du journal de l'économie. Réunion annuelle du comité technique du cadre de concertation État-secteur privé sous la présidence du nouveau ministre des Finances, Essowe Georges Barcola, c'était le jeudi dernier à Lomé. Il était question pour les parties prenantes de faire le bilan assorti des recommandations avec un focus particulier sur le dialogue fiscal, un enjeu clé pour le secteur privé. Que peut-on retenir de cette rencontre? Carmen Madiakako nous dit davantage. Première rencontre entre le nouveau ministre de l'économie et des finances, président du comité technique de concertation et les membres du comité de concertation État-secteur privé. Les travaux de cette première réunion de l'année 2024 ont permis de faire le point du chemin parcouru depuis l'année dernière. Les participants, au rang desquels des membres du gouvernement et le secteur privé représentés par le patronat, la CCI Togo et l'Association des grandes entreprises, ont fait l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion. Il en ressort que des efforts considérables ont été faits par le comité, surtout dans le domaine fiscal. Les acteurs s'en réjouissent. Tout ce que nous avions entamé lors de la dernière réunion ont été mis en exécution. Et je donne le cas du dernier point qui est le comité de recours au niveau de la douane et des fiscs. Nous avions eu à organiser un arrêté avec le ministre des Finances qui a créé cette commission qui permet aux opérateurs économiques désormais de recourir à cette commission pour réclamer des injustices. Le nouveau président du comité technique de concertation Essowe Georges Barcola, ministre de l'économie et des finances, après avoir félicité le travail accompli par son prédécesseur, a rappelé qu'un bon dialogue public-privé est un instrument de bonne gouvernance, d'inclusion et de transparence des politiques publiques. Dans son discours d'ouverture de la 3e édition de la FIS, le 16 novembre dernier, le président de la République déclarait ce qui suit. Notre collaboration avec le secteur privé n'est pas seulement un choix stratégique. Il incombe aux États de rassurer le secteur privé, de se montrer transparent et à l'écoute. Fin de citation. Ce discours réaffirme l'enjeu du dialogue avec le secteur privé ainsi que la priorité donnée par les plus hautes autorités à nos travaux. Depuis notre dernière réunion, nous avons enregistré des progrès dans la prise en charge des préoccupations du secteur privé, notamment dans le domaine fiscal, et les discussions se poursuivent sur les points restés en instance. Une des avancées importantes enregistrées ces derniers mois concerne l'opérationnalisation en cours des organes de recours en matière fiscale. Cette réforme majeure participe des initiatives prises depuis quelques années par le gouvernement togolais sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozuna Gnassingbé, afin de moderniser l'administration fiscale et de faire émerger un environnement fiscal attractif. Je voudrais vous informer que le 5 juillet dernier, le secrétaire exécutif a procédé au lancement de la plateforme des points focaux de l'administration publique au sein du cadre de concertation État-secteur privé. Cette plateforme, qui se compose des secrétaires généraux des départements ministériels, servira de relais du cadre de concertation État-secteur public au sein des différentes administrations pour une meilleure prise en charge des recommandations issues de nos sessions. Une plateforme similaire est en construction
pour les acteurs du secteur privé. Le ministre a également annoncé la mise en place par l'État d'un cadre structuré de lutte contre les importations frauduleuses. Cette mesure vise à protéger le marché national et à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises locales. Une feuille de route actualisée a ainsi été mise en œuvre autour de 5 principaux piliers dont je citerai les 3 principaux, à savoir l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de commerce intérieur, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de commerce extérieur, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie et d'une politique industrielle. Au-delà du renforcement du contrôle et de la répression, qui en réalité ne traite que les symptômes du phénomène, ces 3 premiers axes visent à attaquer les causes structurelles du fléau au travers de la promotion d'une offre domestique qualitative et compétitive qui va contribuer à réduire naturellement l'incidence des importations frauduleuses. Malgré les défis sécuritaires au Sahel et au nord du Togo, le ministre Barcola a rappelé que les projections de croissance économique du pays pour 2024 sont encourageantes, avec une prévision de 6,6%. Ce chiffre est supérieur à celui des 2 années précédentes et reflète une dynamique positive pour l'économie togolaise. Ces performances sont accompagnées d'une maîtrise de l'inflation qui est passée de 7,6% en 2022 à 5,3% en 2023 et devrait atteindre 2,7% en 2024. Près de 2500 places prévues dans le bâtiment central du Grand Marché de Lomé en construction. Le nouveau ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Sani Yaya, était la semaine dernière sur le chantier pour constater l'avancement des travaux exécutés à 60%. Le compte rendu avec Marie-Ange Vidal. Les premiers pas du nouveau ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Sani Yaya, l'ont conduit au Grand Marché de Lomé, un des importants maillons de l'économie togolaise. Aussitôt arrivé, réunion technique. Les échanges portent sur différents points, notamment les travaux complémentaires intégrés au plan de départ, le retard dans les travaux, le financement. Sur ce dernier point, le ministre rassure. Le contrat est déjà signé avec la banque pour le décaissement. Pour l'heure, le bâtiment est achevé à 60%. Il est construit sur 5 niveaux. Le ministre, accompagné des techniciens et de l'association des commerçantes du Grand Marché de Lomé, visite le bâtiment en construction. Nous sommes très ravis parce que le marché a été une belle réussite, une avancée certaine. Puis il y avait des petites choses que nous avons demandées qui seront faites. Nous remercions le président de la République qui ne nous a pas mis de côté. Nous avons travaillé ensemble pour que tout le monde puisse se trouver la place, que tout le monde puisse être à l'aise et que le marché qui est parti depuis plus de 11 ans, bientôt 12 ans, puisse être réintégré par les femmes et les hommes. Du rez-de-chaussée au 4e étage, le ministre Sani Yaya inspecte, discute, écoute attentivement les explications des techniciens. Même avec le temps, ça ne suffit pas. Je voulais dire l'importance que le président de la République accorde à ce marché, qui contribue au rayonnement de notre pays au-delà de nos frontières. Ce projet a connu, bien sûr, quelques avancées, avec un taux de réalisation de 60%. Mais il y a quand même aussi quelques défis en termes de délai, et donc il y a eu quelques retards qui ont été observés. Et nous sommes donc venus pour comprendre sur le terrain ce qui se passe. J'avoue que j'ai été très impressionné par l'état d'avancement, nonobstant ce retard. Je suis surtout optimiste par rapport à l'avancement et dans quelques mois, à l'achèvement des travaux. Près de 2500 places seront disponibles dans ce bâtiment central. Sont prévus des étals, des kiosques et des boutiques. Le bâtiment offre une facilité d'accès aux personnes valides ou en situation de handicap. Les travaux vont bientôt atteindre leur vitesse de croisière pour que tout soit prêt dans les plus brefs délais, afin de redonner le sourire aux commerçants et commerçantes du Grand Marché de Lomé.
Pour bon nombre d'entrepreneurs, l'objectif premier est d'accroître leurs recettes, un but bien précis que certains n'arrivent pas à atteindre à cause de la mauvaise gestion de leurs finances. Nécessité donc de contrôler ses finances. Pourquoi faut-il contrôler les finances d'une entreprise, que ce soit publique ou privée? Les éléments de réponse avec Gisèle Kozona. La mauvaise gestion des finances fait mettre la clé sous le paillasson aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Pour éviter cette situation regrettable, l'État a toujours opté pour un contrôle de ses finances. Les acteurs du secteur public doivent en faire autant pour la survie de leur entreprise, créée souvent au prix de 1000 sacrifices. Ces opérateurs économiques sont des partenaires qui contribuent énormément à la croissance économique et au développement d'un pays. Le contrôle des finances permet à ce que la population sache que les fonds sont bien gérés pour le développement du pays. Donc, s'il n'y a pas de contrôle, chacun peut faire ce qui lui plaît. Maintenant, s'il y a contrôle, c'est des dispositions qui sont mises en place pour cadrer la bonne gestion de ces finances-là. Donc, le contrôle de ces finances-là est très important. Ça permet une bonne gestion des finances publiques, ça permet à une bonne utilisation des ressources financières de l'État. Chaque corps de contrôle établit son programme d'année. L'organisation des finances est essentielle à la prise en charge de besoins nouveaux. C'est un indice de la qualité du lien entre le politique, le social et l'économie. S'il n'y a pas de contrôle, il y a des débordements. S'il n'y a pas de contrôle, il y a de la fraude, il y a des détournements. Or, c'est des objectifs qui sont assignés à ces structures-là. Donc, s'il n'y a pas de contrôle, vraiment, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là. Les structures doivent savoir qu'il y a des corps de contrôle des finances publiques qui existent. C'est de savoir que les fonds publics n'appartiennent pas à un individu, mais ça appartient à toute une population, ça appartient à tout un peuple. Donc la bonne gestion s'avère nécessaire pour le développement du pays. La gestion financière d'une entreprise est la base de sa compétitivité sur le marché. C'est un levier puissant pour prendre des décisions stratégiques décisives. Le contrôle des finances publiques ou privées crée aussi des conditions appropriées pour un exercice efficace des responsabilités sur toute la chaîne. La notation financière constitue pour les investisseurs un critère clé dans l'estimation du risque qu'un investissement comporte, en particulier dans le cadre de marchés financiers. De plus en plus, les entreprises se font noter pour se conformer aux standards internationaux de gouvernance. À quoi sert réellement la notation financière? Les réponses dans ce sujet signé Carmen Madié Akakou. La note A, A1, triple A ou encore D est souvent attribuée à des entreprises. Ces notations financières ont pour objectif de rendre compte de la solvabilité financière d'une entreprise. Qu'ils soient privés ou publics, tous les organismes sont donc susceptibles de faire objet d'une notation financière. Elle permet notamment d'évaluer les risques liés aux actifs financiers. Quand un investisseur veut investir dans une entreprise, il se pose 3 questions essentielles. Quelle est l'opportunité d'investir? Il veut réduire la symétrie d'information entre lui et cette entreprise, donc bien la comprendre, avoir une visibilité. Il se pose aussi la question de quel est le retour sur investissement auquel il devrait s'entendre et quel est le risque qu'il prend de perdre son capital. Donc toutes ces 3 questions seront répondues par la notation financière. Donc c'est un exercice de bonne gouvernance, de transparence, et c'est un exercice essentiel parce qu'il permet aux investisseurs justement de se prononcer sur des entreprises dans lesquelles ils veulent investir. Entre 2 sociétés, l'investisseur choisira celle qui est notée parce que celle qui est notée lui permet de prendre une décision réfléchie et avertie. Les notes sont données par des agences de notation qui se basent entre autres sur l'évaluation des risques de non-remboursement par une entreprise de sa dette. Nos notes sont garanties par un agrément. Donc la notoriété, elle est établie. Sur le marché, nos notes ont été utilisées plusieurs fois sur le marché de l'UEMOA, plusieurs fois, ont été utilisées en Europe, à Euronext, et sont utilisées aussi dans la CEMAC. Les agences elles-mêmes précisent que leurs notations ne sont que des opinions, une estimation de la solvabilité d'une structure à un instant T.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a 30 ans cette année et nous saisissons l'occasion du lancement de la célébration au Togo pour jeter un regard sur l'institution qui, au fil des années, malgré les défis, semble plutôt se bonifier. Lise Tchami. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, résiliente et toujours dynamique. La synergie de 8 pays, avec son vaste marché de plus de 141 millions d'habitants sur 3,5 millions de kilomètres carrés, induit une performance économique aujourd'hui remarquable. Deux grandeurs macroéconomiques, la croissance économique et puis l'inflation. En prenant la croissance économique, alors je dirais si on fait la moyenne sur les 10 dernières années, la zone économique, la zone de l'UEMOA est à peu près à 6% de croissance économique. Vous tombez sur l'Afrique subsaharienne, mais la croissance ne dépasse pas la moitié, je dirais 3, quelques %. L'Afrique subsaharienne, donc c'est des pays avec lesquels on peut se comparer quand même. Voilà, ça c'est une moyenne. Je prends un choc, par exemple en 2020, 2021, voilà 2020 je dirais, il y a eu Covid. Voilà, la zone économique de l'UEMOA, la zone UEMOA, c'est presque la seule zone qui n'est pas rentrée en dépression. Voilà, si je dis dépression, qui n'a pas connu de croissance négative. On était à 1,74%, alors que, par exemple, le Ghana et le Nigeria étaient à moins 1,8%. Voilà, la croissance de l'Afrique subsaharienne était négative. Donc, presque, je dirais, c'est la seule zone qui n'était pas en dépression. Si on prend aussi l'inflation. L'inflation en 2022, parce qu'il y a eu Covid en 2020, mais avec la guerre russo-ukrainienne, il y a eu une forte inflation en 2022. Donc, en 2022, vous allez prendre le taux d'inflation de la zone UEMOA, c'était à 7,14%, 7, et quelques pourcents. Vous allez dire que ça dépasse en fait les critères de convergence ou bien la moyenne exigée par l'UEMOA, même 3%. Mais si on compare par rapport aux pays comme le Ghana, c'était à 30 et quelques pourcents. Le Nigeria, c'était à 18 et quelques pourcents. Si on parle de l'inflation, c'est en fait le quotidien de la population. Ce sont des biens qui touchent en fait le panier du consommateur. Donc on peut s'estimer errer. Le ciel au-dessus de l'Union n'a néanmoins pas toujours été serein depuis ses 30 ans d'existence. Ces 10 dernières années spécialement, les chocs étaient au rendez-vous et à la chaîne. La zone UEMOA est l'une des zones, je dirais, les plus secouées par les crises ou les chocs dans le monde. Au-delà de la crise économique de 2008, où tous les pays ou toutes les zones du monde ont été touchées, depuis les années 2012 en allant, la zone UEMOA est touchée par des crises sécuritaires. Voilà, si on regarde ces crises-là, je ne dirais même pas que c'est des chocs encore, puisque ça s'est installé dans le temps, dans la durée, puis des défis économiques qui sont liés à ces crises sécuritaires. En prenant cette crise-là, je dirais que bon, la zone UEMOA en a déjà assez. Alors, au-delà de cela, on peut citer la crise Covid, la crise russo-ukrainienne. La guerre, on ne s'attendait pas à ça, c'est un vrai choc. Je dirais que ce sont ces grands chocs-là, avec le dernier choc, qu'on peut citer la guerre qui se manifeste entre l'Israël et puis la Palestine. Donc on a tous ces chocs-là que les pays ont connus. Dans cette zone de turbulence, l'Union gardera cependant le contrôle. Avec des investissements directs étrangers, mais plutôt orientés, cette fois-ci sur l'exploitation minière, a permis à avoir une zone beaucoup plus dynamique. Il y a aussi les politiques, avec le système UEMOA, la commission qui est là, où il y a une discipline budgétaire qui est imposée, alors où les États font des efforts pour respecter cette discipline budgétaire-là. La réaction des gouvernements, bon, le Togo, c'est un État qui contribue beaucoup au rayonnement de l'intégration économique dans la zone UEMOA. Avec tout ce qui se passe, nous sommes toujours ensemble. Vous savez, il y a quelque chose qui est là qui nous lie. C'est là où il y a la force. Selon les économistes, l'UEMOA est une chance pour chacun de ses États membres, avec aujourd'hui encore de belles perspectives, notamment la promotion du commerce intra-régional que les États ambitionnent de porter à 30% de leurs échanges d'ici à 2030. Suivons cette information à présent. Pour ses 30 ans, l'UEMOA au Togo a organisé une rencontre avec la presse ce matin. Madame Lopaé, représentante résidente, a évoqué les acquis dans les infrastructures, l'agriculture, entre autres. Elle a également souligné les perspectives, notamment un fonds de stabilisation et l'emploi des jeunes.
Créé en 1994, l'UEMOA vise à harmoniser l'économie ouest-africaine et à garantir la libre circulation des personnes et des biens. Les investissements en faveur des entreprises installées dans la zone franche togolaise sont en hausse, une tendance constante observée depuis quelques années. Cette dynamique est le résultat de l'amélioration du climat des affaires sous l'impulsion des plus hautes autorités togolaises. On note notamment une augmentation significative des entreprises agro-industrielles, ce qui attire de plus en plus les investisseurs étrangers. Les précisions avec Ekwesala. Le Togo connaît depuis plusieurs années une hausse significative des investissements dans les entreprises installées dans la zone franche, reflétant l'attractivité constante du pays comme destination de choix pour les investisseurs nationaux et internationaux. Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie gouvernementale ambitieuse visant à stimuler l'industrialisation et à renforcer la compétitivité du Togo sur la scène mondiale. Grâce à un environnement favorable, la zone franche togolaise continue d'attirer de nombreuses entreprises locales et étrangères. Ces dernières profitent d'un climat des affaires stable et bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers tels que l'exonération des taxes, la réduction d'impôts et une simplification des démarches administratives. La sécurité juridique des investissements vient renforcer ce cadre, permettant un afflux constant des capitaux étrangers. Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie figurent parmi les plus touchés par cette dynamique. Selon les statistiques, la production céréalière a augmenté de 15% entre 2020 et 2023 grâce à l'aménagement de 35 000 hectares de terres agricoles, à la distribution d'intrants subventionnés et à la mécanisation via des centres régionaux spécialisés. L'industrie de son côté est portée par la plateforme industrielle d'Adeti Kopé, inaugurée en juin 2021. Déployée sur 410 hectares, elle abrite plus de 20 unités industrielles spécialisées dans l'agro-industrie et la logistique. Depuis 2020, les investissements dans les entreprises agréées en zone franche ont atteint 346 milliards de francs CFA, créant environ 5 500 emplois à la jeunesse togolaise. À la fin de l'année 2022, les entreprises chinoises et coréennes avaient investi plus de 64 milliards de francs CFA, générant plus de 3 000 emplois locaux. Quant aux entreprises libanaises, elles ont réalisé près de 154 milliards de francs CFA d'investissement avec 8 723 emplois. Ces résultats témoignent des succès des réformes économiques et de la stratégie d'industrialisation impulsée par le chef de l'État Faure Essozi-Mnagna Singbe, plaçant le Togo comme une destination privilégiée pour les investissements internationaux. Les produits togolais suscitent de plus en plus d'intérêt auprès des pays africains et d'autres continents. L'Inde, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire figurent parmi les principaux clients des exportations du Togo au deuxième trimestre 2024, selon les données compilées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Au cours de cette période, le Togo a exporté pour une valeur de 212,1 milliards de francs CFA avec une balance commerciale déficitaire de 241 milliards de francs CFA. Nous retrouvons Ekwesala. Selon les données de l'INSEAD, l'Inde s'est positionnée comme le premier client du Togo, absorbant 22% des exportations du pays au deuxième trimestre 2024 pour une valeur de 46,6 milliards de francs CFA. Ce n'est pas la première fois que ce partenaire stratégique occupe cette position, souvent disputée avec la Chine. Après l'Inde, deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, figurent parmi les principaux importateurs des produits togolais. Le Burkina Faso se classe deuxième avec 10,7% des exportations, soit 22,7 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire complète la liste avec 9,3% des exportations, représentant 19,6 milliards de francs CFA. En plus de ces trois principaux partenaires,
Le Togo a également exporté vers d'autres pays voisins et vers la France. Parmi eux, on compte le Mali, 8,3%, la France, 7,0%, le Burkina Faso, 6,4% et le Ghana, 6,0%. Ensemble, ces premiers clients du Togo ont importé 81,2% de ces produits. Sans surprise, le phosphate et ses dérivés restent les principaux produits exportés, représentant 18,7% des exportations totales. Les sacs et pochettes en plastique ainsi que les minéraux bitumineux figurent également parmi les produits phares exportés par le Togo durant cette période. Suivons à présent ce communiqué du Comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 30 septembre 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint-Robusta, 2165 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2875 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de novembre 2024 pour le café et décembre 2024 pour le cacao. Signé pour le secrétaire général et PO, le conseiller Yao Adodo, à Messi. À présent, les cours des devises de ce mardi 17 septembre 2024. L'euro, toujours inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain est de 586 à l'achat et 593 à la vente. Le yen japonais s'établit à 4,165 à l'achat et 4,225 à la vente. La livre sterling, 775,25 à l'achat et 782,25 à la vente. Le franc suisse, quant à lui, s'établit à 695,25 à l'achat et 701,25 à la vente. Le dollar canadien, 430,25 à l'achat et 437,25 à la vente. Le yuan chinois est de 82,250 à l'achat et 84 à la vente. Ainsi prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.